1982-2022, 40 ans de scène, 40 ans de vie. À travers cette interview, cette émission, il va se raconter. Notre invité, c'est Luxon Pado. Depuis son village natal de Taïragué, il a, à sa manière, écrit l'une des pages les plus glorieuses de la musique ivoirienne. Il va nous parler de tout cela. Il nous donne rendez-vous aux Ivoiriens le 27 août au palais du Sofitel Hôtel Ivoire et le 3 septembre 2022 au Palais de la Culture. Histoire pour lui, en tout cas, de faire vivre toutes ces belles ambiances qu'il a vécues avec ses pairs, que ce soit au Bar Éclat. Tout à l'heure, Au Baron. au Baron. C'est le temple de Luxon Pado. Ah, ça, c'est chez vous, ça. Voilà. Le Bar Éclat, c'était le temple de qui déjà? Bar Éclat, c'est Naoum Paulin. Oui. Bar Étoile, Niaouré Gimi. OK. Monzatro, Série Simplice. Ainsi de suite. Ça commence comme ça, vous avez vu? Chaque artiste avec son temple. Lui, son temple, c'était le Baron. Baron de Yopougon. Le Baron de Yopougon. Et justement, on fait cette interview juste à côté du Baron de Yopougon. Voilà, à deux pas d'ici. À 2 pas, parce que c'est là que se trouve son appartement et nous sommes dans son studio. Ce studio représente quoi pour vous? Ben, ce studio, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un repère. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la France. Un artiste doit être organisé. Avoir un petit truc où, quand il est inspiré, il peut se retrouver. Et c'est là l'importance du studio. Le studio que j'ai baptisé d'abord au nom de mon maître, Feu Ernesto Guégué. Lorsque vous évoquez son nom, qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de choses parce que je voulais ressembler à la personne, Guégué. Parce que Guégué, c'était un monstre de la musique. Ouais. Donc, quand il m'a accepté auprès de lui, paix à son âme, j'étais vraiment content. Et puis, avec son nom, Luxon Pado est devenu, Dieu a exaucé ma prière. Je suis devenu comme Ernesto Guégué. Je suis fier. Vos premiers pas auprès de Ernesto Guégué, vous les racontez là? Oui, j'étais au village parce que j'animais des petites soirées villageoises chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Et puis bon, comme on est de la même, du même village, et puis j'apprends qu'il est arrivé. Et j'ai dit à mon père, bon, c'est les vieux, hein, et ils rentrent quand ils ont envie de rentrer. Donc j'ai dit à mon père, père son âme, dis à Ernesto que moi je chante, que je voudrais être avec lui. Et c'est comme ça, quand il est arrivé, il a envoyé quelqu'un m'appeler. En tout cas, quand je l'ai salué, franchement, je me suis dit que c'était bon pour moi. Wow. Oui, j'étais heureux. Et j'étais content. La réalisation d'un rêve. Voilà, Vous aviez quel âge en ce moment? Je devais avoir 16 ans. 16 ans. Et lorsque vous avez ce premier contact avec lui, vos échanges, tout de suite, est-ce que ça augure, vous vous dites, bon, c'est maintenant ma carrière va commencer parce que j'ai enfin rencontré mon maître, ou comment ça se passe? Dans un premier temps, j'ai joué le rôle d'un petit serviteur. Il m'envoyait. J'ai pas joué avec lui. Hein. Au contraire, j'étais plus avec ses musiciens parce qu'en même temps, j'avais envie d'apprendre à jouer la guitare. Donc, j'étais plus avec eux. Mais à chaque fois, il m'envoyait par-ci, par-là, il veut manger ceci, il veut cela, il veut voir telle personne. Et je faisais des courses. Et voilà. Mais vu que vous résidiez au village, parce que c'est au village qu'il est venu vous trouver, et que vous avez eu ce contact, donc lorsque vous l'avez rencontré, vous avez décidé de venir rester avec lui en ville, à Abidjan? Oui, je suis venu après lui à Abidjan. Je suis venu chez ma grande sœur Digou Agathe, avec laquelle je vivais à la Yopougon Sidessi. Donc de ce Sidessi, j'allais au Toit Rouge où Ernesto habitait pour le servir. On va revenir à votre période au village, à Taïragué. Ouais. Comment naît et comment grandit Luxon Pado? Taïragué, j'ai formé, j'ai créé des instruments comme ça. Je prenais des bois, des casseroles pour faire des batteries. Et chaque samedi, mes musiciens et moi, on animait des soirées villageoises. Et puis voilà, doucement, doucement, doucement. Et après, bon, mon père a décidé de m'envoyer à Abidjan pour aller à l'école. J'ai suivi une formation professionnelle à Koumassi. Je suis devenu, et j'ai opté pour le dessinateur de bâtiment. Et à Koumassi, où j'avais mon frère, mon ami, qui avait aussi une guitare, j'ai dit, bon, c'est une occasion en même temps d'être entre l'école et la guitare.
Mais la guitare a beaucoup pesé, donc j'ai oublié de laisser l'école. C'est vrai que vous allez un peu vite, mais moi j'ai envie de revenir sur votre enfance à Taïragué. Comment est-ce qu'elle se passe? Elle se passe cette enfance-là. Tu veux me faire parler ou rien? Bah justement, on est là pour ça. On veut que vous racontiez Non, à tous ces jeunes qui s'identifient à vous et qui forcément aiment votre il y musique. avait un orchestre, comme tous les grands artistes, il y avait un orchestre, on a un nombre de 8 personnes. Donc, j'étais le lead vocal. Voilà, et puis j'avais un batteur. La guitare, on n'en jouait pas bien parce que personne ne connaissait. Donc, on fredonnait des machins comme ça. Ça se passait dans la bouche. Puis chaque samedi, on se retrouvait, on faisait des booms, quoi. Et puis voilà, on parcourait les villages jusqu'à ce que Ernesto vienne au village. Et puis j'ai eu l'envie de venir en le suivre. Voilà. Mais là, vous parlez encore de musique. Parce que lorsqu'on est au village, il y a des petites histoires comme ça qui entourent les naissances. On va dire, ah, je suis né un jour de marché, où ce jour-là, ma mère était allée au marché. Quand elle est revenue, elle a commencé à avoir les douleurs de l'enfantement. Et voilà comment je suis venu. Et quand j'ai grandi dans tel ou tel environnement. Moi, c'est ce que on a envie de savoir. Oui, moi, j'étais plus au campement avec mes parents. OK? Je suis tellement timide que j'aimais pas trop le milieu. Donc, j'étais plus avec ma mère. Donc, tous les matins, mon rôle, c'était aller garder la rizière pour éviter que les oiseaux mangent le riz, le nouveau riz. Donc, c'est ce que je faisais tout le temps. Et puis, doucement, à l'école, bon, je fredonnais les chansons d'Amédée Pierre, d'Ernesto Guégué. Et puis, c'est comme ça, chaque deux samedis, on venait au village. On passe soit le week-end, souvent au village, pour un ou deux booms. Et puis après, on rentre au village. On va dire, vous êtes né avec la musique quelque part. Oui, et puis bon, moi je peux dire que la musique m'a choisi. Hein. C'est pas facile. Hein. Il y en a qui forcent pour C'est aller dans ça. la musique. Voilà. Mais quand elle-même était choisie, ça va facilement. Maintenant, tu fais accompagner de cette musique-là. Tu te forces à apprendre un instrument pour souvent aussi, au cours d'une répétition ou bien machin, que tu arrives à dire à un guitariste, non, la note que tu joues là, c'est pas celle-là que je veux. Voilà. Parfait. Vous faites votre formation, vous apprenez à jouer d'un instrument. Oui. C'est à quel moment, avec ce moment où vous avez dû apprendre pendant longtemps auprès d'Ernesto Guiguier, c'est à quel moment vous vous dites, il faut que je me lance dans le bain? Oui, ça, je suis venu à Abidjan en 76. OK. J'étais à Treichville, chez l'ami de mon père, qu'on appelait Guy Seri ouais, Émile, hein, je crois. Ouais, Guy Seri, je me souviens bien. J'étais à Treichville en 76. Donc, de Treichville, j'allais apprendre à jouer la guitare à Koumassi. Doucement. Et après, mon rêve, c'était de devenir comme un jour, comme le, que celui-là que moi j'appelle la terre de la musique ivoirienne, ou particulièrement la musique BT, c'est le doyen Amédée Pierre. Donc, chaque samedi, j'allais tricher pour aller regarder Amédée Pierre. Et puis bon, j'ai pris la décision de devenir un jour comme Amédée Pierre, Ernesto Guigui. J'ai pris la musique au sérieux. J'ai commencé à apprendre à jouer la guitare. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La chanson, elle passait déjà. Voilà, c'est après avoir eu la maîtrise de la guitare que j'ai commencé à composer ma propre chanson. Et en même temps, la chanson, il faut trouver la musique. Puis voilà. L'apprentissage, il dure 6 ans, parce que de 1976 à 82, il y a 6 ans quand même. Pendant 6 ans, vous apprenez, et c'est là que vous écrivez votre toute première chanson. Voilà. Pendant ce temps d'apprentissage, justement, vous avez deux personnes qui vous inspirent, qui sont Amédée Pierre et Ernesto Guégué. Oui. Donc, c'est très important. Hein. C'est un cours d'histoire quelque part pour les jeunes artistes qui vont vouloir avoir une longue carrière comme la vôtre. Non, dans la vie d'un artiste, quand tu nais, c'est quelqu'un qui te prend par la main pour te dire, voilà comment il faut marcher. Voilà, faut marcher. Donc moi, mes modèles, mes repères, c'était Amédée Pierre, Ernesto Guégué. Et après, est venu Guy Hyacinthe, Weggy Ped, ainsi de suite. Baespito, j'admire beaucoup.
Outre ces personnes qui vous ont inspiré, là, ces artistes, est-ce que vous écoutiez d'autres musiques? Oui, je suis beaucoup Gazi. Et puis, sur le plan musical, l'homme, même l'artiste même que je vais ressembler, c'est Fela dans son côté. La maîtrise de la musique, la croyance dans la musique, parce qu'il faut aimer, faut croire pour réussir. Voilà, faut avoir vraiment la foi. Voilà. Quand je suis avec mes musiciens, en dehors de la musique, on est des amis, mais sur scène, non, c'est pas bon. Il y a toute une Non, énergie, il non, y non, a autre non, chose c'est que pas vous... bon. Il faut que je sente le son que je veux, du pianiste au batteur, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous a autant inspiré chez Fela, à Nicolas Kokouti, Fela, c'est sa maîtrise de la musique, sa connaissance, de la scène? la C'est scène. une bête de scène tout de même. Non, Hein? non, 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 non. Fela, c'est un génie. Ouais. Voilà. Je l'aimais beaucoup. Il avait aussi un côté très mystique, non? Oui, dans la vie d'un être humain, le mysticisme, c'est partout. Hein. Il faut avoir un petit, du bois sacré où tu vas te ressourcer. Mais bon, pour te protéger, pour aller de l'avant aussi. C'est tout. Ma première chanson, c'est Caligoué. C'est ça. C'est la chanson qui m'a ouvert les portes. Et comme le dit le titre même de la chanson, Caligoué, c'est ouvrir la porte du village. Donc, c'est venu comme ça. C'est une chanson. Quand dans les villages, on a les coupes championnats, coupe football, coupe intervillage, quand que vous arrivez à gagner la coupe, par exemple, vous dites au chef du village, on arrive avec une coupe. Ok. Les enfants arrivent. Caligoué, Golori. Le chef, lève-toi, ouvre le village, tes enfants arrivent. Voilà un peu l'esprit de la chanson. Moi, pour moi, je me suis dit que la musique étant ce qu'elle est, et puis bon, les grands frères étant ce qu'ils sont, il faut il faut adopter une manière de Beaucoup de modestie. Voilà. Il faut faire profil bas, avoir leur bénédiction quelque part. Tout à fait. Quelque part, voilà. Ouais. Donc, c'était une manière d'avoir leur bénédiction. Et cette chanson, vous en êtes inspiré de vos soirées, on va dire, voilà, de village. De nos retrouvailles, tout ça. Donc, et j'ai chanté même, j'ai dit, Amédée Pierre, lève-toi, ouvre le village, ton fils arrive. Parce que j'aime pas tant dire, il chante mieux qu'Amédée. Parce que quand mon disque est sorti en 82, les gens voulaient me mettre en machin avec Ernesto. Dès que j'apprends ça, j'attends ça. À 6 heures du matin, je suis déjà chez Ernesto, en train de faire son café. On n'est même pas que il ait un peu une idée, dit que je suis un concurrent. Non. C'est un milieu très dangereux. Cette période-là, vous pouvez nous en parler. C'est tellement intéressant de voir la modestie dont vous imprégnez, l'humilité dans votre démarche, parce que une fois que vous entendez qu'on vous compare à votre mentor, vous dites non, c'est le moment pour moi de le servir, d'être encore plus bas. Elle a une image tellement christique, parce que ça, c'est un peu dans la Bible qu'on voit ce genre de truc où on va quelqu'un servi comme ça. Mais quand vous partiez et que Ernesto voyait ce succès qui tapait à votre porte avec cette première chanson, qu'est-ce qu'il vous disait? Mon premier disque, Caligoué, est sorti le 29 juillet 82 à Paris. Parfait. Et à la dédicace, Ernesto y était. Il y avait Ernesto, il y avait Fulgence Cassi, il y avait Booba, tout ça. C'est Ernesto qui m'a présenté au public. Et je tenais tellement à ça parce que il fut aussi, Ernesto fut de la promotion de mon producteur qui est aussi du village, c'est un cousin à moi. Donc, j'ai insisté qu'il soit là. Donc, c'est lui qui m'a présenté au public. Et après, lui, il était en studio aussi pour enregistrer son disque, baptisé HKB. HKB, ouais, en Nicolas BD. Donc, il m'a trouvé à Paris. Et après ça, je suis venu, après lui, je suis venu. Et c'est lui qui m'a fait passer à la télévision la première fois, en compagnie de Fulgence Cassi. Voilà, j'étais heureux. Il n'y avait pas meilleure bénédiction que ça. Non. Voir votre mentor vous tenir par la main comme ça pour votre première scène. Oui. On remarque tout de suite qu'à votre époque, la plupart des œuvres s'enregistraient en Europe. Ou bien c'était les meilleures productions qui s'enregistraient en France. Oui, moi, la chance que j'ai eue, mon cousin qui m'a produit vivait à Paris depuis je sais plus quelle année. Donc, et puis comme ça, au cours d'une cérémonie, j'ai appris qu'il a eu à produire Jean-Baptiste Baudy, qui est un doyen de la musique. C'est ça. Quand j'ai vu ça, donc je lui ai JBZ. Voilà, JBZ. Donc je lui ai fait un courrier, je lui ai fait une lettre, comme quoi que je suis ton frère, je chante très bien. Je voudrais que tu me protèges. C'est comme
je suis parti en France. Il y avait des studios ici. Ah, donc c'est parce que votre producteur était en France qu'il fallait que vous alliez en France pour pouvoir enregistrer. Voilà, c'est pas parce que je voulais forcément partir en France. Hein. Mais c'est clair qu'à votre époque aussi, je crois, il n'y avait pas ces histoires de visa. Il fallait non, il n'y a pas de visa. Le voilà, visa est venu en 87. Tout à fait. Voilà. De 76 jusqu'à 1980, il y a pas de visa. Il fallait juste avoir de l'argent, payer son billet d'avion. Une adresse, là où tu vas. C'est ça. Et vous vous retrouvez comme ça chez votre producteur. Vous passez combien de temps en studio? On est resté, je crois, 2 mois au studio parce que à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était les grosses barnes, fais ceci, fais cela. Et puis bon, j'ai bénéficié du soutien, des arrangements d'un des ex-musiciens de Feu Ernesto Guégué, qu'on appelait Baba Yang. Oui. Voilà, on appelle Baba Yang plutôt. Donc c'est lui qui a fait mes arrangements. Est-ce que vous pouvez nous raconter, lorsque depuis tout le temps, on a ce talent en soi, on a envie de chanter, on admire ses idoles, comme Ernesto Guégué. Oui. Et le petit Pado qui était au village. Aux cheveux crépus. Merci pour l'anecdote. Il se retrouve à Paris. Ouais. Casque à l'oreille. C'est le premier moment de studio. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet instant de vie? Moi, la France, c'était autre chose. C'est le paradis. C'est ça. Oui. Aller en France, c'est quoi? Dormir ici, un lit roulant. Non. Mon frère est venu me chercher à l'aéroport, nous sommes partis à la maison. Il a 2 chambres salon. Donc j'étais là, je ne cessais de regarder. Pour moi, de Paris, tout doit briller. Voilà. Donc j'étais là. Et puis notre premier accro, hein, c'est ça, c'est ce que je suis en train de raconter. Super. Voilà, j'étais là. Et puis vers 20h, 22h, je voyais petit à petit 2 chambres salon. Il y a sa chambre. Et la deuxième chambre, c'était la chambre de ses enfants. Donc, du coup, le fauteuil sur lequel on était assis, je vais dans les toilettes, je reviens, le fauteuil est devenu un lit. Et il me dit, je dois me coucher là. J'ai dit, ah non. Si c'est venu me coucher au salon ici, dans les fauteuils, moi, je préfère aller à Abidjan. Il n'a rien compris, hein. Et j'étais dans mon sérieux. J'ai dit, je vais à Abidjan. Et la nuit, là, il s'est débrouillé pour trouver une place dans la chambre de ses enfants, pour me retrouver un matelas. Donc, le lendemain, il dit, bon, on va sortir. Tu vas voir tes parents qui sont ici, tes frères qui sont ici, comment ils vivent, tu vas voir. Effectivement, quand on est parti, c'était une véritable galère. La souffrance. Donc, voilà. Même Baba Yang. Bon, ils étaient dans les studios. Bon, lui, c'était encore bon. Mais, c'était très difficile. Donc, c'est pour dire que Paris, pour moi, c'était le paradis, quoi. Mais après, il y a la vraie vie même qui est là, qu'il faut aussi assumer. Donc, faut faire ça, faut faire avec. C'est une très belle anecdote parce que très souvent, on a l'impression que l'Europe, c'est l'Eldorado. Non. Et pourtant, la réalité, elle est là. Non, la réalité, elle est là. Très frappante de savoir que vous qui aviez votre maison, votre chambre à vous ici, vous arrivez, on vous sort le canapé lit. C'est pourquoi j'ai mal au cœur quand je vois les gens comme ça, ces voyages vraiment risquants sur les eaux, en train de se faire emporter par les eaux parce qu'ils veulent aller en France. Mais pourquoi ne pas rester chez soi, s'organiser? C'est l'organisation qui fait. Il y a des gens qui sont partis en France depuis 59. Moi, j'ai un parent qui est parti depuis 59. Et à un moment donné, il n'a plus d'excès de naissance. Wow. Depuis 59. Donc, ça veut dire que la réussite, c'est pas seulement en Europe. C'est de savoir s'organiser. C'est un message poignant et en tout cas, lors de cette interview, vous allez voir comme ça, beaucoup de leçons de vie. La France dont parle Luxon Pado ici, c'est la France des années 1970 jusqu'à 1980. On vivait encore ces réalités très dures qu'on vit encore en France. C'est dire aux jeunes qui, en tout cas, prennent le risque de prendre la mer pensant que l'Eldorado, c'est la France. La France, c'est pas l'Eldorado. Il a passé le message. Le tout, c'est de savoir s'organiser, avoir une activité. C'est tout. Et puis bon, voilà. Moi, je suis ici, je suis à Yopougon, j'ai mon petit studio qui est là, j'ai ma maison qui est là, c'est tout. Si je dois manger par jour, je me dis que je mange 2000 francs par jour. Si 30 jours, ça me fait 60 000 francs. C'est ça. C'est tout, je n'ai rien à me reprocher. Je ne dois à personne. Attends, tu es à la fonction publique, tu as 200 000 francs et tu manges 20 000 francs par jour. Tu as vu comment? C'est ça, t'endetter? Soit t'endetter ou bien rentrer dans des détournements. C'est tout. Faut savoir s'organiser tout simplement. C'est simple.
Vous arrivez à Paris, en tout cas, malheureusement, le choc, il est là, émotionnellement. Mais vous vivez tout ça, vous restez avec votre, même s'il y a eu ce choc entre vous et votre cousin, vous êtes resté bien avec lui sûr, quand même tout le temps de l'enregistrement. je suis resté 6 mois pour faire l'album parce que franchement, je tenais beaucoup à ça. Et puis après, de décembre 2081, décembre, le 24 décembre de 81, je suis revenu à Abidjan le 29 juillet 82. Wow. Ouais. Vous avez une mémoire des dates, c'est très bien. C'est très, très bon, ça. Mais vous, les 6 mois que vous restez, vous restez en France, du moins, vous dormez toujours avec ces enfants? Toujours. Voilà, chez mon frère. Je dormais avec ses enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants-là? Oui, c'est des hommes, c'est des femmes. Est-ce qu'il se rappelle que tonton a dormi Oui, avec eux pour avoir le succès? Au départ, c'est le petit, parce qu'il y a deux filles, puis c'est un petit garçon, là, mais qui me supportait pas. Vous savez que la vie à Paris, c'est pas, l'éducation n'est pas la même chose qu'ici. Hein. C'est ça. Il disait à son père, mais attends, il n'y a pas de studio d'enregistrement dans Abidjan. Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec-là? Il m'emmerde seulement. Il ne fait que zapper ma télé, dans ma télécommande. Puis je dis, mais attends, c'est quelle vie ça? Et puis je jetais dans les oreilles de mon frère, j'ai dit, mais moi j'ai envie de repartir à Abidjan. Et des fois, je suis assis devant la télé, et puis il vient, il m'arrache le truc. On ne frappe pas les enfants là-bas, vous savez, vous connaissez l'Europe. Bon. Alors que chez nous ici, quand on a un enfant, quand un promotionnel de ton père est assis dans un fauteuil, tu t'approches même pas. C'est ici chez nous. Mais en Europe, il te dit, c'est ma place. J'avais tous ces problèmes. Et à chaque fois, mon frère me disait, laisse tomber l'autre. C'est le jour de la dédicace, à la soirée, le même petit, là, quand il a vu le monde, il m'a trouvé dans ma loge. Tonton Patou, il y a du monde. Les gens veulent te voir. Tu chantes bien. Je reste avec toi. Si là, je te regarde. Là, Dieu, il est merveilleux. Amen. Amen. Il ne savait pas. Et depuis ce jour, il me suit partout. Qu'est-ce qu'il devient? Bon, il est devenu aussi musicien comme moi. Bon, voilà quoi. Il chante quoi? Il fait du rap pour lui. Ah ouais, son nom c'est quoi? Non, il n'est pas trop connu. Ah, ok. Il s'appelle Guy Boiseau. Quand il vient à Abidjan, il est passé à Abidjan, il vient ici prendre conseil avec moi. J'ai dit, ah. Donc voilà quoi, l'effet Luxon Pado. Parfait. Cette première soirée, la soirée dédicace de Calgary. Ah non, c'était. Racontez-nous. Une soirée grandiose. En tout cas, j'étais content du fait que Ernesto était là, tout ça. Donc j'étais devenu fou quoi. Il y avait combien de personnes? Dans la salle? Oui. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On peut estimer à combien? 2000, 3000 personnes venues? Non, pas 2000. 1000? 1000, ouais. Facilement. Ouais. Toute la communauté s'est passé le mot. En tout cas, les soirées avant et maintenant, là, c'est pas la même chose. Avant, la salle même bondée jusqu'au dehors. Maintenant, les musiques sont devenues tellement beaucoup nombreuses, avec les religions et autres. Sinon, avant, les soirées, c'était bon. Et quand vous présentez à cette époque avec ce premier album, qu'est-ce qu'on disait? Que c'était le nouveau talent de la musique tradie moderne ou... Mon album était baptisé, je l'ai baptisé la nouvelle vague du Ziglimiti. Ok. Donc, en le baptisant nouvelle vague du Ziglimiti, c'était à ma manière de soutenir Ernesto Guigué. D'être dans la continuité. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand je passe comme ça, c'est le petit frère d'Ernesto. En tout cas, j'étais heureux. Vous étiez comme cette relève qui venait pérenniser. Ouais. Seulement que j'ai pas suivi les amis, quand quand un promoteur a décidé d'organiser, qu'on appelle ça, un face à face, pour désigner le successeur d'Ernesto. Donc, moi, j'ai dit, ça ne me concerne pas. Et puis, je suis Ernesto avec mon genre musical. Ernesto, c'est une bête de scène. Je ne fais pas que la même musique avec Ernesto. Donc, voilà. Votre mentor, il vous lance dans le bain. Ouais. Premier succès, premier album, succès tout de suite. Malheureusement, quelques années après, il part. Voilà. Comment vous vivez cette disparition? Quand j'étais en studio pour le deuxième album, et puis bon, c'était en 83, le 9 juin 83, Ernesto, il nous quitte. Il quitte la Côte d'Ivoire, il quitte l'Afrique. C'est pas facile. Hein. C'est facile, mais en même temps aussi, il faut dire que c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. On a tous oublié de passer par là. Donc, il n'y a que le Seigneur, Dieu seul qui décide, qui fait de nous ce qu'il veut, c'est tout. En même temps que vous viviez ce choc-là de savoir que votre mentor venait de vous quitter,
forcément des rumeurs ont commencé à courir pour dire que vous étiez à la base de ça. Comment vous avez vécu tout ça? Non, moi, j'ai pas appris ça. Non, je veux dire quelque part, forcément. Parce que très souvent, lorsqu'on est dans le même registre musical qu'une personne, et En que tout la cas, les Ivoiriens m'ont soutenu parce que je venais à peine, et ils venaient à peine de me présenter à la télévision avec le concours de son ami, de son petit frère Fulgence Kassi, voilà, Luxon Pado par-ci, Luxon Pado par-là, et puis paf, Ernesto part. Donc, les Ivoiriens m'ont soutenu. Ça, les Ivoiriens m'ont soutenu. quelque part, cette perte aussi, ça ne Parce vous a pas, que ça moi, ne vous a pas désorienté? Oui. oui, désorienté parce que j'étais perdu. Voilà, Ernesto était une boussole pour moi sur le plan musical. Un grand frère aussi, qui m'apprenait, on appelle ça les proverbes BT, tout ça que je ne maîtrise pas. Donc j'étais perdu. Vous sortez votre album, un an après, lui, il disparaît. Oui. Est-ce que quand c'est comme ça pour quelqu'un, aujourd'hui, vous avez 40 ans de scène, est-ce que tout de suite, on se dit pas, ça sert à quoi de venir se mettre dans cette affaire? Mais Parce que, non, c'est comme un enfant abandonné en plein désert par ses parents, ou bien par son grand frère, ou bien par sa grande sœur, et tu es obligé de te battre. Voilà, j'ai dit en le faisant, en résistant au quoi que ce soit, c'est une manière aussi de soutenir Ernesto. L'âme d'Ernesto, dire que vraiment il n'a pas fait un mauvais choix. Il m'avait soutenu, il a fait qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu. Mais écoute, je dois quand même respecter son âme. Et voilà quoi. Et quand je pense à tout ça, et ça m'inspire beaucoup. Et puis j'ai fait des recherches. vous n'avez pas eu envie d'arrêter, ni le Non, moment. non, pas du tout. Et le second album que vous sortez, le succès est toujours présent. Oui. Le Chichon, c'est un hommage à Ernesto lui-même. Pour dire que je te pleure tous les jours. Voilà. Vous Comme pouvez je la dis. fredonner cette chanson pour nous. Zebleo Mayo, Zebleo Mayo, Zebleo Mayo. Je disais Zeblé, c'est la pluie. J'ai dit la pluie, j'ai pas peur de toi. Seulement que souvent, quand tu viens, quand tu es accompagné par l'orage, les tornades, machin, tout ça, c'est ça qui me fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai dit la mort, je n'ai pas peur de toi. Mais seulement le problème, c'est quoi? C'est que quand on meurt, on ne revient plus. C'est ça qui me fait mal. Donc, j'allais essayer de le faire pour voir pourquoi Ernesto est parti si tôt. C'est ce que j'étais dans la chanson. En le faisant, c'était une manière à moi de pleurer Ernesto, que je ne verrai plus jamais. Wow. Ouais. Et comme vivait encore le doyen Amédée Pierre, qui ne cessait de me soutenir, donc ça me réconfortait un peu, quoi. Qu'est-ce que vous gardez de lui, au-delà de l'artiste qu'il a été? Humainement, vous gardez quoi de lui? Ernesto, sa personne seule me suffisait beaucoup. Wow. Le voir, l'écouter, chanter avec lui, jouer la guitare. Vraiment, franchement, c'était autre chose, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était quelque chose de plus que moi. Il peut rester au salon d'Ernesto pendant 2 jours sans manger. Dès qu'il apparaît, parce qu'il vient, il cause difficilement avec nous, et dès qu'il sort de sa chambre, tout est mélangé dans ma tête. Wow. Oui. Non, si, je sais pas. Et je me dis que ma réussite dans la musique passait forcément par Ernesto Guigui.